Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau télé Silmo très attendu. Il y a un an, nous recevions sur ce même studio Babak Parviz, qui est chercheur à l'université de Seattle et qui nous avait présenté sa lentille à réalité augmentée. Cette année, 2 scientifiques étrangers ont à leur tour fait un long voyage pour venir nous parler d'une chose qui pourrait bien bouleverser le secteur, les médicaments contre les amétropies. Nous recevons Mohamed Dirani du Centre de recherche sur l'œil de Melbourne en Australie. Bonjour Mohamed. Georges Benozzi, qui est chercheur et ophtalmologiste à Buenos Aires en Argentine. Et donc merci à tous les deux d'avoir fait ce long voyage pour venir nous parler de vos travaux. Et je reçois également le docteur Nicolas Levéziel, chef de clinique et docteur en génétique, qui travaille sur la génétique de la DMLA. Bonjour docteur. Alors avant de voir s'il sera possible un jour de soigner la presbytie, la myopie ou l'hypermétropie par quelques gouttes, on va s'intéresser à vos recherches qui représentent un nouvel espoir pour les quelques 1,5 million de personnes qui souffrent de la DMLA en France. On vous écoute. Tout à fait. La DMLA est une maladie très très invalidante puisqu'elle touche le centre de la vision. Et les recherches en génétique ont principalement débuté dans les années 98. Avec les recherches du professeur Souyed, dans le service duquel je travaille. Et je vais donc vous parler de cette maladie qui est vraiment l'une des premières causes de malvoyance en France et dans les pays développés chez le patient âgé. La DMLA, c'est quoi ? C'est des entités cliniques différentes avec comme principale forme clinique la forme la plus grave de la maladie, la forme exudative. L'autre forme clinique dont on parle peu mais qui est aussi importante, c'est la forme atrophique de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, dont vous voyez des images en bas de l'écran. Et ces deux maladies sont souvent précédées par ce qu'on appelle la maculopathie liée à l'âge. Donc la maculopathie liée à l'âge, c'est une forme clinique qui précède souvent ces deux autres formes de DMLA. Et celle-ci est observée dans 30% des cas après l'âge de 75 ans. Donc c'est quand même très très fréquent dans la population générale. Et il faut savoir que quand on a une maculopathie liée à l'âge, le risque de développer une véritable dégénérescence maculaire liée à l'âge est multiplié par 78. Ce qui est très important. Et toute forme confondue de dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc que ce soit la forme atrophique ou la forme exudative la plus fréquente, cela représente 3,3% environ de la population après 65 ans. Donc les principaux facteurs de risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge, ce sont des facteurs de risque environnementaux qui ont été initialement décrits dans la maladie, avec comme principal facteur de risque le tabac, qui augmente le risque de développer la maladie par un facteur 4 environ, et des facteurs de risque génétiques. Donc qu'est-ce qu'un facteur de risque génétique ? En fait, c'est un facteur de susceptibilité qui augmente le risque de développer un jour la maladie. Mais ce facteur de susceptibilité génétique peut aussi être présent chez les sujets sains. Donc ce n'est pas tout à fait une mutation, c'est un peu différent. Donc finalement, les facteurs environnementaux augmentent le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les facteurs génétiques augmentent aussi le risque. Et les deux associés, si on est fumeur et si en plus on a des facteurs de susceptibilité génétique, on a encore un risque encore plus élevé de développer une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les autres facteurs environnementaux sont surtout les acides gras saturés, en fait, le cholestérol et l'obésité, donc ce qui nous concerne un peu tous dans les pays, en tout cas développés. Le problème dans la DMLA, c'est que l'analyse des facteurs de susceptibilité génétique est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent besoin de familles, de patients qui sont malades et de sujets sains pour pouvoir les comparer. Or, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on a des patients âgés. Donc il est difficile pour un patient âgé de savoir si son père ou si sa mère avait une DMLA et surtout de pouvoir récupérer du sang de ses parents pour pouvoir faire des recherches génétiques, ce qui est très difficile. C'est pour ça que la génétique de la DMLA a mis un certain temps, dirons-nous, à se développer. Et finalement, comment on analyse un facteur de risque génétique ? On compare simplement des sujets malades à des sujets sains dans différentes populations. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'importance que représentent les patients qui ont accepté toujours d'être inclus dans les études pour permettre ces avancées scientifiques. Alors la découverte du premier facteur de risque génétique dans la DMLA, c'était le gène de l'apolipoprotéine E. C'est un gène impliqué dans le métabolisme des lipides. Et ce gène a été mis en évidence notamment par l'équipe du professeur Souyed. En 1998, c'est le premier facteur de risque génétique de la maladie.
Et ça montre du doigt justement que le métabolisme des lipides joue un rôle probablement dans cette maladie. Et en 2005, on a eu un nouveau coup de tonnerre dans un ciel serein avec la découverte de nouveaux facteurs de risque génétiques, le gène du CFH, qui est un gène impliqué dans l'inflammation, et un autre gène, le gène ARMS2, sur lequel je reviendrai plus tard. Le gène du CFH, c'est un gène impliqué dans l'inflammation, et globalement, ce gène, il code pour le facteur H du complément, pour être plus précis. Ce gène va ralentir un degré d'inflammation physiologique qui existe parmi nous tous dans notre organisme. Et ce gène va être un régulateur important, donc un régulateur important de l'inflammation. Et ce gène est impliqué dans la maladie avec, vous voyez dans le tableau ci-dessous, donc il y a eu plusieurs publications sur ce gène et à chaque fois on retrouve une augmentation du risque de façon assez importante de développer la maladie. Par exemple, les patients qui présentent le risque à l'état homozygote, donc les deux facteurs de risque génétique du CFH, ont un risque multiplié par 6 ou 7 de développer la maladie, ce qui est considérable. Et ce d'autant plus que dans la population, ce gène, cette susceptibilité génétique est très fréquente. Elle apparaît dans 35% des cas. Diapositive suivante. Pour le gène ARMS2 dont j'ai parlé précédemment ou HTR1, ce gène est localisé sur le chromosome 10. Et là aussi, il est associé à un risque élevé de développer la maladie, puisque les patients porteurs à l'état homozygote, c'est-à-dire qui ont les deux allèles atteints de ce gène ARMS2 ou HTR1, ils ont un risque, ces personnes, de multiplier par 6, environ 6 à 7, de développer la maladie, ce qui est considérable. Donc ces facteurs de risque génétiques sont très importants, comparativement aux facteurs de risque environnementaux qu'il ne faut pas néanmoins oublier et laisser de côté. Et ils ont un effet multiplicateur, puisque des études ont montré que le gène du CFH combiné au gène ARMS2 entraînait un risque multiplié par 57, presque 60, de développer un jour une DMLA, donc ce qui est vraiment considérable. Diapositive suivante. Nous avons également récemment publié dans deux revues scientifiques, IOVS, en 2008 et 2010, une étude sur les corrélations entre le génotype, entre les gènes et les facteurs et l'aspect clinique de la maladie. C'est-à-dire que nous nous sommes posé la question, est-ce que le fait d'être porteur de ces gènes, de susceptibilité génétique, donc, apporte un aspect clinique particulier dans cette maladie. Est-ce qu'on peut avoir plus de DMLA atrophique, par exemple ? Est-ce qu'on peut développer plus de DMLA exudative ? Et nous avons donc réalisé cette étude à l'hôpital intercommunal de Créteil, en association avec d'autres services cliniques, évidemment. Et dans cette étude, nous avons 1216 patients qui ont bien voulu se porter, accepter de participer à cette étude. Ils ont été inclus dans ce qu'on appelle un protocole hospitalier de recherche clinique. Et nous avons donc nous avons comparé des patients qui avaient les facteurs de risque génétique à ceux qui n'en avaient pas ou qui n'en avaient qu'un seul. Diapositive suivante. Nous avions ainsi étudié différents groupes, 4 groupes principaux, ceux qui apparaissent en rouge sur la diapositive, avec un groupe en haut à gauche de patients qui avaient les deux facteurs de risque génétique, le CFH et ARMS2. Un groupe de patients le groupe en haut à gauche, c'est celui qui n'avait aucun facteur de risque génétique. Le groupe en bas à droite, les patients qui avaient les deux facteurs de risque génétique. Et les groupes intermédiaires en haut à droite et en bas à gauche, les patients qui avaient des facteurs de risque génétique seulement pour l'un des deux gènes, ARMS2 ou CFH. Et nous avons ainsi montré que certaines formes cliniques, ça devient un peu spécialisé, mais certaines formes cliniques comme des drusènes, les hyperpigmentations, donc ce qui est observé dans la maculopathie liée à l'âge, sont associées principalement au CFH, au gène du CFH donc, et certaines formes cliniques particulières, comme les formes avancées de la maladie ou formes fibrogliales, sont principalement associées au gène ARMS2. Et nous avons montré finalement dans cette étude que les formes de sévérité de la maladie, c'est-à-dire on avait comme critère de sévérité les acuités visuelles inférieures à 1/10 au diagnostic, les atteintes bilatérales, parce que la DMLA est une affection générale bilatérale, mais elle peut commencer à un œil
puis passer à l'autre œil 5-6 ans après. Donc les affections bilatérales d'emblée, les formes fibrogliales, donc les évolutions sévères de la maladie très rapidement, étaient associées finalement principalement au gène ARMS2. Donc cette étude nous a permis de démontrer que le gène ARMS2 est principalement associé aux formes sévères de la maladie. Évidemment, les patients qui avaient les deux mutations, CFH et ARMS2, avaient aussi ces facteurs de sévérité de la maladie. Donc ça laisse imaginer des prises en charge de ces patients très différentes, adaptées justement aux gènes qu'on retrouve chez eux. Diapositive suivante. Donc le rôle des facteurs génétiques a été retrouvé dans la DMLA dans l'ensemble des formes cliniques, que ce soit la maculopathie liée à l'âge, donc la forme débutante de la maladie, la forme exudative, la forme la plus fréquente, ou la forme atrophique de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Certains facteurs de risque génétiques, comme ARMS2 par exemple, sont associés à une évolutivité plus importante de cette maladie. Et ceci nous a donc permis de démontrer qu'il y a des corrélations véritables entre certaines formes cliniques et certains gènes et certains facteurs de susceptibilité, et laisse entrevoir des prises en charge très différentes, modulées un peu par la présence de ces facteurs génétiques. Donc, en conclusion, la recherche en génétique dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge a permis une meilleure compréhension de la maladie, parce qu'elle met en évidence, par exemple, une implication du métabolisme des lipides pour la peau, une implication des facteurs de l'inflammation pour le CFH, par exemple. Elle laisse entrevoir des avancées thérapeutiques, parce qu'on a des molécules qui vont un jour cibler l'inflammation, il y a des essais cliniques en cours, et encore une fois, l'implication des patients reste primordiale. Sans cette implication, nous n'aurions jamais pu mettre en évidence ces facteurs de risque génétique, donc faire avancer la connaissance sur cette maladie. Merci Dr Levéziel pour cet exposé très clair et très pédagogique. Rappelez-nous dans quel service vous travaillez ? Donc, je travaille à l'hôpital intercommunal de Créteil. Je tiens à remercier justement l'équipe du professeur Souillède et également l'équipe du docteur Pascal Banlian, chez laquelle j'ai réalisé mon doctorat de génétique dans l'université Pierre et Marie Curie. Donc quelles sont les prochaines étapes de vos travaux maintenant ? Les prochaines étapes, c'est de voir si des facteurs de risque génétiques peuvent moduler la réponse au traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, parce qu'actuellement, on a un traitement qui est efficace. Lequel ? Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les traitements qui existent aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, il y a une dizaine d'années, on avait finalement les traitements par laser, qu'on peut encore appliquer actuellement chez des patients qui ont des lésions très très évoluées, qui ne répondent pas au traitement. Après, il y a 5 ans, on avait le traitement par photothérapie dynamique à la visudine, qui est encore parfois utilisé, qui ne permettait au mieux finalement que de stabiliser les patients. Dans certaines études cliniques multicentriques, on avait globalement une stabilisation de la baisse d'acuité visuelle, ce qui était déjà pas mal. Et là, récemment, depuis 2006-2007, on a des anti-VEGF, des molécules qui s'opposent à un facteur prolifératif qui est retrouvé dans la rétine notamment, et ces facteurs et ces traitements permettent d'améliorer la vision en moyenne chez les patients, et donc ces traitements sont merveilleux. Les patients qui ont perdu un œil il y a 5 ans à cause de la DMLA et qui gardent leur œil au prix évidemment d'injections intravitréennes, ce sont des injections intravitréennes qu'on fait en fonction de l'évolutivité clinique, donc c'est quand même un traitement assez lourd. Assez lourd et coûteux, si je me souviens bien. Assez lourd et coûteux, tout à fait. Et pris en charge par la sécurité sociale, mais néanmoins qui permet aux patients de conserver une bonne acuité visuelle. Il y a différentes molécules qui sont décrites comme anti-VEGF. Il y a l'Avastin, qui est une molécule utilisée mondialement, mais qui n'est pas reconnue qui n'a pas l'autorisation de mise sur le marché pour cette indication. Néanmoins, il y a de nombreuses études et des études en cours qui semblent montrer que l'Avastin est aussi efficace, mais c'est encore une fois, cela reste à démontrer par des études comparatives. Il y a évidemment le Lucentis ou ranibizumab, qui est la molécule de référence actuellement, qui est utilisée principalement dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et jusqu'à présent, c'est la seule qui a fait la preuve par des études multicentriques d'une efficacité. Vos recherches sur les causes génétiques de la DMLA ont une visée plutôt préventive ou à terme pourront déboucher sur des traitements curatifs ? Alors, on aimerait bien que ça soit sur les deux, mais jusqu'à présent, la génétique de la DMLA donnait une idée du risque de développer la maladie, mais tant qu'il n'y avait pas de traitement, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Maintenant qu'on envisage des traitements, on peut tout à fait imaginer des mesures de prévention primaire pour les patients qui ont par exemple
un parent atteint, on sait qu'ils ont un risque plus élevé de développer la maladie. Donc on pourrait tout à fait imaginer pour certains patients dans l'avenir de les screener pour savoir s'ils ont des facteurs de risque génétiques, mais éthiquement c'est encore très discutable. Néanmoins, ces facteurs de risque génétiques, il est possible qu'il y ait des retombées thérapeutiques aussi un jour. Notamment, il y a des études cliniques actuellement sur des bloqueurs de l'inflammation, justement. Et pourquoi y a-t-il ces études-là? Parce que simplement, on a mis en évidence un rôle important de l'inflammation dans cette maladie. Est-ce que vous avez une idée des délais qui seront nécessaires pour mettre tout ça en œuvre? Précisément, ça sera probablement de l'ordre des 5 à 10 ans. C'est toujours très long. Les études sont toujours à vérifier. Il faut les mener dans différents pays. Parce que certains facteurs de risque génétique sont parfois absents. Par exemple, les Japonais n'ont pas le facteur de risque génétique pour le CFH dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il est quand même très important d'être certain de ces effets de la génétique avant de faire des études. Et par ailleurs, les essais cliniques thérapeutiques nécessitent aussi un travail de l'industrie pharmaceutique qui est considérable. Il faut plus de 10 ans pour mettre au point une molécule et il y a moins de 1% des molécules qui sont retenues à la fin. Donc, il faudra du temps. Et c'est vrai que l'enjeu est de taille puisque, comme je le disais en introduction, 1,5 million de personnes en France sont atteintes de DMLA et selon les prévisions du ministère de la Santé, ce chiffre devrait doubler en France dans les prochaines années. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Levéziel, de votre présence et de votre éclairage sur cette maladie qui est un vrai enjeu de santé publique en France. Je vais donner maintenant la parole à Mohamed Dirani. Bonjour Mohamed. Vous êtes chercheur au centre de recherche sur l'œil de Melbourne en Australie. Vous venez de très loin pour venir exposer vos travaux sur le CILMO. Et votre équipe a récemment découvert un gène impliqué dans l'hypermétropie et la myopie et qui pourrait peut-être à terme déboucher sur un traitement contre ces amétropies. On vous écoute. Tout d'abord, nous devons apprendre aux opticiens qui sont ici qu'ils ne vont pas faire faillite tout de suite. Rassurez-vous. Je voudrais, pour être plus sérieux, remercier les organisateurs de m'avoir invité ici. En effet, le voyage est long, mais cela vaut la peine. C'est très agréable de me trouver parmi deux jeunes personnes qui sont de véritables pionniers dans leur domaine. J'aimerais en quelques minutes vous présenter rapidement ce que nous faisons depuis quelques années. Et je ne parlerai pas de la biométrie oculaire en tant que telle, mais je parlerai plus particulièrement de la myopie et de l'hypermétropie. Je parlais de ce que l'on voit ici à l'écran. C'est un beau site, une belle route le long de l'océan qu'il faut absolument visiter en Australie. Le bâtiment au fond de cette image à gauche, c'est l'hôpital spécialisé en ophtalmologie et en ORL. Et c'est là où on trouve le centre de la recherche oculaire en Australie. Le bâtiment victorien à droite, c'est le bâtiment de l'unité de génétique où sont faits les travaux que je présente. Voici quelques dates importantes. En 1996, le professeur Hugh Taylor a établi le Centre pour la recherche oculaire en Australie et c'est M. Jonathan Carston qui en est le directeur actuel. Le professeur associé Paul Baird ne peut être parmi vous, mais c'est le chef de l'unité de génétique oculaire. Je pense que avant de faire mon doctorat, au fond, la question que je me suis posée, c'est pourquoi étudier l'erreur réfractive? Je ne parlerai pas du côté santé publique ou l'aspect économique qui sont évidents, mais il y a des cas de myopie pathologique. Et comme vous le savez, la myopie pathologique est associée à des maladies où il y a un risque de cécité. Et il y a également des différences ethniques dans la prévalence, notamment pour ce qui est de la myopie. Dans certaines zones urbanisées, en Asie du Sud-Est, on constate des prévalences de quelques 18%, mais
Et une surcorrection ou une sous-correction explique aussi des problèmes de malvoyance chez les Australiens. Selon les projections, on pense que d'ici 2020, environ un tiers de la population mondiale connaîtra des problèmes de réfraction. C'est aussi une bonne nouvelle pour les participants de Silmo. Que se passe-t-il à l'heure actuelle? Eh bien, il existe plusieurs traitements, mais très souvent, les gens ne s'occupent pas de se faire traiter. Donc, ils sont soit surcorrigés, soit sous-corrigés. Parfois, les ordonnances de lunettes ne sont pas ce qu'elles devraient être. Il ne s'agit pas d'une guérison. On ne peut pas prévenir l'erreur de réfraction et on ne peut pas s'attaquer aux causes sous-jacentes. Il faut donc trouver de meilleurs traitements et des mesures de prévention. Et pour cela, il faut mieux comprendre les causes. Au début, quand je commençais ma thèse de doctorat, je suis partie de quelques phrases assez simples. Au fond, il y a plus d'un siècle, une étude a été menée avec une dizaine de sujets seulement, mais il y avait une telle passion. Au fond, à l'époque, déjà, il disait la myopie et l'hypermétropie, c'est génétique. Point barre. Eh bien, si on avait compté là-dessus, on ne serait pas ici aujourd'hui à en parler et on n'aurait pas dépensé des millions de dollars. Mais en fait, c'est un long voyage qui a démarré il y a bien longtemps. Il ne s'agit plus de dire si c'est génétique ou si c'est lié à l'environnement, un petit peu comme l'AMD dont on vient d'entendre parler, c'est un mélange des deux. Il y a un certain nombre d'éléments de preuve pour ce qui est de la cause génétique. Eh bien, nous avons des études de corrélation familiale, des études d'agrégation familiale, et on étudie les liens familiaux. Il y a aussi des différences raciales. Et en fait, les travaux récents montrent qu'il y a un facteur de risque qui existe, qui joue un rôle protecteur. D'ailleurs, il y a eu une étude là-dessus sur des groupes à Singapour. Voici une présentation de l'organisation de notre unité. Et nous sommes assez fiers de nos différents groupes de jumeaux et de familles que nous étudions séparément et ensemble, et nous comparons avec des études sur la population générale afin d'identifier les gènes. Voici une photo de moi quand j'étais beaucoup plus jeune avec deux jumelles. Je préfère vous montrer ces photos plutôt que de vous montrer des textes en tant que tels. Notre protocole était assez complet. Nous faisions des fonds d'œil, des OCT, des examens d'autoréfraction, des mesures anthropométriques et l'examen du segment antérieur. Voilà un résumé de deux grandes études sur les jumeaux. D'abord les jumeaux. On avait recruté des jumeaux en Australie. D'après le registre des jumeaux, nous avions 1224 jumeaux dont l'âge moyen était entre 18 et 86 ans. On a constaté que le facteur d'hérédité se trouvait entre 0,8 et 0,9. Et en fait, il s'agit de la variance phénotypique expliquée par des facteurs génétiques. Nous avons constaté que le modèle de l'environnement additif dominant était le meilleur modèle. Ensuite, il y avait l'étude familiale, 132 familles, et encore une fois, on a obtenu un facteur d'hérédité
de 0,5. Et là, il s'agit du modèle de l'environnement commun, ACE. En bas, vous avez la référence exacte d'une publication qui présente ces études. Ces graphiques ont l'air un peu compliqués, mais le message est assez simple. À gauche, vous avez les jumeaux monozygotes, et on voit une relation linéaire avec une corrélation d'environ 0,9 que l'on peut comparer avec les jumeaux non identiques, et on voit qu'il y a une corrélation bien plus élevée chez les jumeaux non identiques par rapport aux jumeaux monozygotiques. Voici des schémas pour la myopie. On obtient des résultats similaires. Et encore, une certaine cohérence pour l'hypermétropie également. Alors, nous avons recueilli un grand nombre de paramètres de réfraction, mais nous nous concentrons sur la myopie et l'hypermétropie. Voici les chromosomes, les différentes zones qui ont été identifiées, mais une fois qu'on regarde de plus près, on constate que bien souvent, il n'y a pas réplication. Et en fait, il existe quelques 27 loci génétiques qui, avec un seul gène qui est particulièrement intéressant, à savoir l'UMICAN. Alors, les études d'association de gènes ont étudié environ 28 candidats, mais le problème, c'est le manque de réplication. Nous nous sommes concentrés sur le gène HGF que nous avons évalué et pour la myopie et pour l'hypermétropie. Tout ceci lancé en fait par une étude chinoise où ils avaient découvert un SNP, un SNP, mais cette étude, ces résultats n'ont pas été répliqués. La myopie était de -10. Notre but est d'évaluer le rôle du HGF chez les caucasiens. Au départ, nous voulions l'évaluer pour la myopie et l'hypermétropie. Il s'agissait d'une étude d'association avec cas de contrôle. Et les SNP venaient de notre centre de recherche australien génétique. Nous avions plus de 500 individus, plus de femmes que d'hommes. L'âge moyen était d'environ 55 ans. Et voici la répartition de l'erreur de réfraction. C'est assez typique par rapport à la littérature. Nous n'avons pris de mesures que pour l'œil droit, puisque les corrélations étaient bonnes. Le résultat essentiel de cette étude qui vient d'être publiée, voici, nous avons identifié plusieurs régions SNP pour des myopies faibles et élevées, ce qui est assez normal également chez les hypermétropes. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs SNP, plusieurs SNP qui ont été identifiés sur ce gène. Voilà un résumé de l'étude publiée. À notre connaissance, c'est la première étude qui a permis d'identifier un gène pour l'hypermétropie. Deux gènes de SNP de région SNP ont été associés avec la myopie commune. Si je parle de myopie commune, c'est parce que dans la littérature, la plupart des études
ont été faites sur des myopies fortes. Nous n'avons pas eu de réplication du gène trouvé dans l'étude chinoise, mais dans l'étude chinoise, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agissait de didioptères ou plus et nous n'avions que 30 individus qui correspondaient à cela. Mais nous avons trouvé des SNP dans ce gène, ce qui peut permettre d'expliquer la myopie courante et forte. Sans pour autant rentrer dans le détail, il est possible que ce gène soit une sorte de gène universel qui joue un rôle dans le processus d'émétropisation qui finalement est un processus entre les structures de l'œil et le fonctionnement de la cornée et du cristallin. Qu'en est-il de l'avenir? Voilà une belle photo de chute d'eau en Australie. Évidemment, il faut se donner la main avec les différents instituts à travers le monde pour mettre ensemble nos informations et nos gènes. Quel est l'échantillon idéal? Eh bien, en génétique, il n'y a pas de limite. Plus nous en avons, mieux c'est. Puis, il y a le CNV, le nombre de variations de copies, l'épigénétique, la méthylation en particulier, les études d'ARN, puis l'interaction gène-gène et l'interaction gène-environnement. Le but ultime étant de mettre au point des diagnostics, des outils de diagnostic précoces, voire même des stratégies préventives. Peut-être qu'un jour, nous aurons une situation où nous n'aurons presque plus d'erreurs réfractives. Merci. En fait, j'aimerais bien vous montrer cette phrase que j'aime beaucoup. Si nous savions ce que nous faisons, eh bien, ce ne serait pas de la recherche. Merci beaucoup, Monsieur Dirani, pour cet exposé richement illustré. Alors, vos travaux sur la découverte du gène a eu un certain écho dans la presse à la fois scientifique et grand public. On parlait tout de suite d'un futur médicament contre les amétropies. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un jour ça peut exister? Bon, je ne donnerai pas un laps de temps précis, mais il existe un certain nombre d'instituts de recherche à travers le monde entier dont c'est la mission, dont c'est l'objectif que de trouver une guérison à l'erreur réfractive. Je pense que d'autres maladies complexes ont fait de tels progrès, eh bien pourquoi pas ici également. Quels sont les principaux obstacles qui vous restent à franchir aujourd'hui? Vous savez, quand on travaille dans un institut de recherche, il y a d'abord le problème de financement, il y a les restrictions en matière de connaissances génétiques. Oui, bien sûr, budgétaire. Mais il y a aussi le problème des échantillons, les sujets à étudier. Donc, comme vous l'avez dit en début d'émission, les opticiens ne sont pas encore prêts de faire faillite. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure et en effet, c'est un lieu un petit peu effrayant que de faire cet exposé. Mais rassurez-vous, vous pouvez continuer vos campagnes de publicité. Si vous allez porter des lunettes, après tout, il faut être joli. Merci beaucoup, Mohamed. Je vais donner maintenant la parole à Georges Benozzi. Vous êtes ophtalmologiste, chercheur et vous êtes venu de Buenos Aires pour nous exposer vos travaux. Bienvenue. Merci. Merci pour votre français impeccable. Ah non. Je vais y faire le mieux. Et je crois que vous avez vécu en France quelque temps? Oui, c'était à Nantes. J'aime beaucoup la France. Merci. Alors, merci. Je vous remercie l'invitation. Alors vous allez nous parler de vos travaux sur un médicament contre la presbytie. Oui, voilà.
je vais raconter un peu mon histoire pour savoir comment ça peut se passer et on peut y arriver à des choses qui, quand on investigue, on fait de la recherche, on peut se trouver. Une petite histoire, j'ai travaillé en Belgique à l'année 80. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jules François qui croyait que le glaucome était une maladie biométrique. Et comme moi, j'étais presque son esclave, je devais travailler tout le temps en mesurant les yeux du malade avec du glaucome. C'était pas très bien pour moi, mais j'ai bien appris à mesurer les yeux. Ça m'a donné la possibilité, quelques années plus tard, de faire une courbe de croissance oculaire que j'ai présentée ici en France à la Société française d'ophtalmologie à l'année 93. Et finalement, j'ai toujours regardé bien de près, jamais mieux dit, la hémétropisation. L'hémétropisation, c'est tous les changements qui font les yeux pour bien regarder. Et on voit ça quand on étudie qu'est-ce qui se passe en la croissance oculaire. Les enfants naissent avec des yeux très courts et avec un cristallin très épais pour bien regarder. C'est comme ça que quand je commençais à penser à la presbytie, je me suis rendu compte qu'on faisait à peu près la même chose. On bouge les cristallins pour pouvoir bien regarder de près, de loin, et à moyenne distance. Finalement, j'ai étudié la biochimie, la histochimie, la biomicroscopie électronique, la biologie moléculaire des muscles ciliaires. C'était comme ça que finalement j'ai arrivé à trouver un médicament qui peut réhabiliter l'accommodation. Ça s'est fait en base, comme vous le voyez ici, le dernier travail, c'est une stimulation parasympathique et avec des anti-inflammatoires non stéroïdes. Et pour commencer, je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est l'accommodation. Je vais vous montrer des plaques, des schémas, et je vais vous montrer aussi, je vais parler un peu sur la neurophysiologie de l'accommodation et un tout petit peu sur la biologie moléculaire de l'accommodation. Ça veut dire de la stimulation muscarinique, des récepteurs muscariniques. Si on voit ici dans la plaque, on voit que les cristallins, la sonule, les muscles ciliaires, l'iris, ont des positions exactes pour bien regarder les oiseaux. Mais le plus important de ces plaques, c'est savoir que le muscle ciliaire n'est pas relaxé, il est contracté. Ça veut dire que le muscle ciliaire ne se relaxe pas, il est tout le temps contracté. Et la contraction du muscle ciliaire dépend des systèmes parasympathiques. Le système sympathique, on l'emploie seulement dans une situation très spéciale, par exemple des émotions profondes ou la sécurité totale. Mais le plus important de ces plaques, c'est savoir que l'accommodation dépend du degré de contraction du muscle ciliaire. Si le oiseau s'approche, on voit comment le muscle ciliaire est encore plus contracté, surtout la partie antérieure du muscle ciliaire, où se trouvent les fibres circulaires. Et la pupille devient plus petite et le cristallin change sa forme. Si on voit encore plus près, on voit que le muscle ciliaire est encore plus contracté, mais maintenant ce sont les fibres radiales qui vont se contracter. Ils vont changer la position et la forme du cristallin, et la pupille va devenir encore plus petite. On va voir après pourquoi tout ça se passe. Voilà, un petit peu de la neurophysiologie de l'accommodation. On sait qu'il y a un centre de l'accommodation qui est logé au noyau rostral de l'hypothalamus et que ce centre est réglé pour l'acétylcholine.
Les acétylcholines, c'est parasympathique. Et esa acétylcholine est réglée par des enzymes et par des transmetteurs purinergiques. Ça veut dire que pour bien contracter et pour bien accommoder, nous devons avoir un mécanisme neurophysiologique parfait. Mais après 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous perdons la possibilité de bien regarder de près? On sait qu'il y a un défait de contraction du muscle ciliaire et il y a aussi une rigidité du cristallin. Mais maintenant, on sait aussi qu'il y a une perte de la quantité d'acétylcholine parce qu'il y a un enzyme qui s'appelle en espagnol acétylcholinotransférase. Peut-être que c'est très pareil en français, mais c'est un enzyme qui diminue et ça fait diminuer tout le système, tout le mécanisme de l'accommodation. C'est pour cela que nous avons mis des parasympathiques dans notre traitement. La stimulation parasympathique fait qu'on puisse réhabiliter l'accommodation. Si on voit ici les muscles ciliaires, on voit que c'est un muscle si spécial. Il a 3 types différents de fibres et la réponse à la stimulation parasympathique de ces muscles c'est fait par les différents récepteurs muscariniques qui prédominent en chaque type de fibre. Ça veut dire qu'il y a les radiales qui prédominent les récepteurs muscariniques M5, les circulaires où ils sont prédominants les M2, les M3, et les fibres transversales que nous ne savons pas encore quelles sont les fibres prédominantes, mais on le saura peut-être bientôt. C'est très important de savoir que ce type de fibres sont les responsables de mobiliser, de faire disons, les changements du cristallin exact, très précis pour bien voir. C'est pour cela que ce muscle c'est si compliqué. Un tout petit peu de la biologie moléculaire. On doit imaginer ici qu'il y a une membrane cellulaire et un noyau. Dans la membrane cellulaire, il y a un récepteur. C'est très important de connaître la biologie moléculaire parce que ça va nous expliquer pourquoi nous avons réussi à traiter la presbytie avec des médicaments. En tout cas, si on fait la stimulation du récepteur, on va voir, voilà l'acétylcholine qui va faire la stimulation du récepteur membranaire. Ça va déclencher un procès intracellulaire biomoléculaire qui va donner 2 types de réponses. Une réponse immédiate qui fait la contraction de la fibre musculaire et une réponse médiate, que c'est très important, qui va actuer sur le noyau, sur l'ADN du noyau. Nous avons la pupille. Notre grand problème dans ce traitement. Pourquoi? Parce que la pupille devient plus petite quand nous faisons la stimulation parasympathique. Il y a une réponse pour ça. L'iris a le même type de neurorécepteurs que les muscles ciliaires. C'est pour cela que quand nous stimulons les muscles ciliaires, aussi on stimule la pupille. Et si on fait la stimulation chronique de l'iris, on aura des problèmes. On aura une myosis très gênante, on aura des synergies, on aura des situations inflammatoires dans l'iris, des dispersions pigmentaires. Ce sont tous des effets secondaires de la stimulation parasympathique. Qu'est-ce que nous faisons alors? En ajoutant des anti-inflammatoires non stéroïdes. Ce sont des inhibiteurs de la prostaglandine. Comme ça, on n'a pas ces effets secondaires.
On n'a pas un myosine très fort, on n'a pas des problèmes inflammatoires dans l'iris. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on fait pour traiter les patients avec presbytie. Notre population sont des patients qui ont entre 40 et 65 ans, sans pathologie oculaire, sauf les glaucomes et l'euphorie. Nos patients sont presque hémétropes et son cristallin ne doit pas dépasser 4,70 mm. La population traitée, on a dépassé maintenant ces chiffres, mais il y a une majorité des patients entre 44 et 55 ans. Voilà qu'est-ce qui se passe si on fait le traitement de la presbytie avec des lunettes. On a une perte de l'accommodation, de la capacité accommodative pendant des années. On doit tous les années ajouter un peu plus de correction optique. Et voilà la nouveauté. Quand nous traitons notre patient avec notre traitement, notre stimulation parasympathique, on voit qu'on peut bien regarder de près sans lunettes. On fait une réhabilitation de l'accommodation. Et ce que c'est le plus important, pendant le traitement, la capacité accommodative reste comme al principe, comme d'abord. Et si nous arrêtons le traitement, on voit de façon étonnante qu'on a une capacité accommodative encore mieux que ça qu'on avait quand on avait commencé le traitement. La vision de loin n'est pas gênante, disons, nous n'avons pas de problème avec la vision de loin parce que nous employons un parasympathique qui ne fait des contractions spasmodiques du muscle ciliaire. Ça veut dire que notre malade peut regarder bien de loin, de près et à moyenne distance. Si vous voulez savoir quel est le pourcentage d'accommodation que nous pouvons réhabiliter, vous voyez que dans les deux premiers groupes, nous arrivons presque à 100% de la récupération de l'accommodation. Et dans le troisième et quatrième groupe, nous avons les 90 et les 80% respectivement. Qu'est-ce que nous faisons pour l'élection de notre collier? Nous devons tenir en compte la réfraction du malade. On doit mesurer l'amplitude accommodative du patient. Ce ne sont pas des malades, pardon, ce sont des patients. On doit étudier la motilité. On doit étudier les cristallins, la contraction de l'iris et la pigmentation de l'iris. Je peux ici vous montrer comment on fait l'accommodation notre patient. On a étudié ça avec des ultrasons de haute résolution. Et on voit ici qu'on va changer la position de l'iris, l'épaisseur cristallinienne, et on peut voir bouger les muscles ciliaires. On voit ici encore mieux. Voyez-vous comment la pupille est plus petite, maintenant est plus large, et comment ça bouge les muscles ciliaires. On peut voir comment les patients traités peuvent accommoder de nouveau. Nous avons maintenant plus de 2500 patients traités, 300 entre eux en 10 années de follow-up. Nous sommes 45 ophtalmologues qui faisons la méthode Benozzi. Notre projection pour la fin de l'année 2011, c'est 50 000 patients traités. On peut danser le tango à Buenos Aires aussi. Hein? Merci beaucoup, docteur Benozzi, pour votre intervention. À la fin de l'intervention, vous avez parlé de 50 000 patients traités comme objectif. C'est 50 000 ou 5 000 50 000. 50 000 patients traités, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Maintenant, notre groupe traite à peu près 60-70 patients par
par jour. Et donc, quelles sont maintenant les prochaines étapes jusqu'à la commercialisation de ce produit? Et la prochaine étape, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de laboratoires qui sont très intéressés à ce sujet. On verra. Disons, je suis un chercheur, je ne sais pas de marketing, je ne suis pas occupé de la partie commerciale de ce projet. En tout cas, c'est vrai que vos résultats sont très impressionnants. En tout cas, oui, c'est impressionnant et on attend encore plus de nouveautés dans les laboratoires. Nous sommes en train maintenant de chercher un autre parasympathique. Bon, maintenant, je ne peux plus parler de ça, mais nous espérons des nouveautés. Merci, docteur. Messieurs, est-ce que vous avez des questions à poser au docteur Benozzi sur ses travaux à propos de la presbytie? Je vous en prie. Bon, je résume ma question. Une fois que vous aurez vos données longitudinales, il me semble qu'il est essentiel de faire une étude de coût-efficacité pour voir si ça vaut la peine. Vous avez montré que ça marche et là, il n'y a pas d'argument là-dessus. Mais si vous allez commencer par administrer ces médicaments avant le début de la presbytie, et je ne sais pas pendant combien de temps on va devoir prendre ce médicament et à quel dosage, je suis désolée de revenir à des questions bassement matérialiste, mais je crois en effet qu'il faut faire une analyse coût-efficacité. C'est très bon marché notre formule parce que ce sont des médicaments qui sont déjà sont génériques, sont drogues qui sont génériques. Ça vient dit comme ça? Générique, oui. Oui, c'est générique. Ça veut dire que ce sont des drogues qui est déjà dans les marchés. Et c'est très, très bon marché. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau commercial, mais en tout cas, je ne sais pas si tu veux connaître quelque chose encore. Je sais pas. Docteur Je Levéziel. vais vous demander est-ce que vous avez un âge limite jusqu'auquel ces médicaments sont efficaces et après la presbytie rechute? Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est plus efficace et combien de temps ce traitement, cette formule est efficace? Voilà, c'est très important ça que vous allez me demander parce que nous savons qu'il y a un down, disons, quand on fait la stimulation parasympathique dans le récepteur, il y a une diminution des récepteurs. Mais maintenant, nous avons trouvé la façon de que ces récepteurs augmentent. Il y a, j'ai dit à niveau moléculaire, il y a dans les noyaux une stimulation pour faire de nouveaux récepteurs. Ça veut dire qu'en clinique, c'est une chose que nous voyons et nous étions étonnés que des patients améliorent avec la stimulation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de récepteurs muscariniques après la stimulation de 2, 3, 4 mois de stimuler chroniquement l'accommodation. Vous avez compris? Oui, tout à fait. Okay. Merci. Alors, est-ce que vous avez également des questions à poser à Monsieur Dirani sur ses travaux? Messieurs? Je suis impressionné aussi et pour moi, la génétique dans les amétropies, c'est très, très intéressant. Et j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut souligner peut-être que ces recherches ne se concurrencent pas entre elles et que les deux peuvent se compléter peut-être. Monsieur Levéziel, qu'est-ce que vous en pensez? Les deux, nos recherches les deux? Oui, les recherches sur les amétropies entre les recherches génétiques et donc les méthodes développées par le docteur Benozzi peuvent se compléter ou rendent-elles en concurrence? Les deux, entre les deux présentations? Oui. Non, je pense que les deux apportent quelque chose. Les deux permettent de mieux comprendre les mécanismes qui peuvent conduire à la presbytie ou à la myopie ou aux hypermétropies. Donc c'est important il faut laisser le champ libre. Il n'y a pas de concurrence là. Il n'y a aucune concurrence. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois que Mahomet travaille sur la génétique. C'est très très important. Nous travaillons sur un mécanisme qui est
disons, liées à l'âge, liées à la vie, mais que certainement notre problème génétique est dans la hypothalamus, disons, probablement les chercheurs qui fait la découverte de comment faire que les neurotransmetteurs soient toujours les mêmes, que ne diminuent pas les neurotransmetteurs, ça sera le premiers Nobel. Hein. Monsieur Dirani, vous vouliez intervenir? Oui, très rapidement. Indépendamment de la voie que l'on prend ou de l'étude menée ou de la maladie oculaire étudiée, je pense qu'il y a un consensus à l'heure actuelle qui consiste à dire que nous visons tous l'élimination à l'échelle mondiale de la cécité. C'est ça le but. Docteur Levéziel, votre avis sur les travaux de Monsieur Dirani? Ils sont très intéressants parce qu'ils permettent de mieux comprendre les facteurs génétiques impliqués dans la myopie. Et le problème, la myopie partage les mêmes points communs finalement avec la DMLA pour les facteurs génétiques, c'est qu'ils sont multiples. Et certains facteurs génétiques retrouvés chez les Japonais ou chez les Asiatiques ne sont pas les mêmes. Et ça pose le gros problème des comparaisons d'études. On peut difficilement comparer une série anglaise, par exemple, à une série, pas australienne parce qu'il y a quand même, mais à une série japonaise. Et ça pose le problème de l'identification des gènes, parce que les gènes impliqués dans la myopie semblent assez nombreux. Et la mise en évidence de ces gènes traduit un challenge important, qui est d'avoir des cohortes de patients importantes, homogènes tant sur le plan ethnique que sur le plan, par exemple, du niveau d'amétropie, pour pouvoir les comparer. Donc ce sont des travaux qui sont quand même très très compliqués à réaliser. Merci messieurs, je vais laisser la parole à la salle maintenant. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Oui, bonjour. On entend? Bonjour, une question pour le professeur Benosi, s'il vous plaît. Est-ce que dans les recherches que vous avez effectuées jusqu'à présent, vous avez constaté soit des effets secondaires, soit des complications lors des traitements qui ont été effectués? C'est très important la question. Les problèmes que nous avons eus, c'était à niveau de la pupille. Et finalement, on a trouvé les centres inflammatoires que, à l'époque, j'ai employé pour la chirurgie des cataractes. Je suis très vieux. Hein. On faisait la chirurgie extracapsulaire. On devait avoir la pupille très dilatée. Et on a employé des anti-inflammatoires non stéroïdes. En étudiant ça, j'ai pu ajouter cette drogue à la stimulation parasympathique et ça marchait. Et nous n'avons pas de problème de secondarisme, nous n'avons rien du tout, parce que la drogue parasympathique que nous employons, c'est à peu près la même qui notre cerveau nous donne tout le temps. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission très très intéressante et qui a passionné, je pense aussi également nos Acuinotes, puisqu'on m'a dit en régie qu'il y avait plus de 300 personnes qui nous regardaient en direct cet après-midi sur le site acuité.fr. Donc je vous rappelle qu'elle sera bien sûr également archivée sur le site dans quelques jours pour ceux qui l'auraient raté. En tout cas, merci pour toutes ces nouvelles perspectives pour la santé visuelle dans le monde, à la fois pour les amétropies et la DMLA, qui est un vrai problème de santé publique. Nous suivrons très très attentivement les avancées de vos travaux respectifs et nous les relayerons bien entendu dans nos colonnes. Le Silmo touche bientôt à sa fin. Je vous propose qu'on se retrouve à 16h pour clôturer ce plateau TV avec le bilan en compagnie de Éric Lenoir, le commissaire général du Salon. À tout à l'heure sur le Studio TV.